On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du temps des sucres, version COVID. C'est le cas à l'érablière au Sous-Bois, à Mont-Saint-Grégoire. On fait les choses un peu différemment des autres érablières, avec des repas chauds pour emporter. Mais d'abord, parlons de ce débat concernant les terrains à Camion André Boucher à Saint-Luc, avec le promoteur Luc Poirier qui était en colère, mais le conseiller Marco Savard était aussi en colère. Le sujet de l'heure dans l'actualité municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce sont les fameux terrains Camion André Boucher, pour vous situer là, dans le secteur Saint-Luc, non loin de l'église et de l'ancien hôtel de ville. Ça fait la une du Canada français. Nous aussi, la semaine dernière, on a reçu en entrevue M. Luc Poirier, le promoteur, qui était vraiment pas content. Il a pu s'exprimer sur le sujet. Qu'en pense maintenant le conseiller du secteur, Marco Savard? Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Monsieur Latour, bonjour. Donc, M. Poirier était en colère, et vous? En colère de moi-même aussi. Pourquoi? Bien, ce que j'ai déploré, le contexte qui s'est déroulé un peu dans la fin de semaine avant avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, entre autres la page de M. Poirier, les discours avec M. le maire René Laplante. Ça a pris un spin, excusez le mot, là, ça a une dégénération. Ça a dérapé complètement. Je suis quelqu'un qui regarde toujours les réseaux sociaux d'en arrière. Je me prononce jamais. Je pense que j'en ai pas. C'est pas une intention de ma part. Mais quand j'ai commencé à avoir le déroulement, dans ma pensée, c'est que M. Laplante avait un rôle à assumer très important le lundi matin. C'est de communiquer avec M. Poirier, puis faire son travail de maire en lui expliquant sa situation, puis peut-être prendre l'occasion de justement voir où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Parce que le projet, nous, en tant que tel, on n'a jamais dit qu'on l'annulait. On le suspendait pour quelque temps, puis on peut s'expliquer ses raisons. Mais là, à ce moment-là, ça aurait dégénéré différemment. Ça aurait été simplement un dialogue intelligent entre le promoteur et la ville. On n'aurait pas simplement consacré une réunion spéciale le mardi, le lendemain matin, parce qu'on en fait constamment, pour arriver à une négociation et des discussions intelligentes avec la partie de la ville, avec le promoteur et Marco Savard, représentant des membres du secteur. Fait que ça aurait été complètement différemment, la dynamique aurait été complètement différente, puis je pense que ça aurait été plus avantageux pour tout le contexte actuel. Pour que les gens comprennent, là, on a évidemment à Saint-Luc là, ce fameux terrain là, où il y avait autrefois Camion André Boucher. Exact. Bon, c'est un grand terrain vaste qui n'est pas très joli, on s'entend, là, surtout qu'il y a du résidentiel tout autour. Luc Poirier achète ce terrain-là avec son projet Domaine des légendes, potentiel d'à peu près quoi? 200 maisons. On peut dire ça. Bon. Là, il y a une phase 1 puis il y a une phase 2. Exact. Bon. De ce que je comprends, la phase 1 accroche pas comme telle. Du moment où on se parle, non. C'est justement le contexte, parce qu'on a eu la consultation que M. Poirier et la Ville avaient entrepris en novembre 2020, qui a fait évidemment lever des points importants avec les citoyens. 3 points importants qui étaient à discuter. C'est évidemment l'identification, qui était un enjeu avec des commentaires qu'on a reçus des citoyens. Après ça, on parle évidemment de la capacité des écoles qui sont dans le secteur Saint-Luc, parce qu'on sait quand même qu'on a des écoles de la Savane, mais on n'a pas de polyvalente en Orin. C'était un enjeu qui était de la part des citoyens du secteur. L'autre enjeu, évidemment, c'est la protection des zones tampons. On appelle évidemment les bandes riveraines, qui est un peu protégées pour le projet à venir. Bon. Ça faisait partie des trois éléments Mais là, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? Parce que Luc Poirier nous disait en entrevue ici la semaine dernière, il dit là, moi, je pensais que tout était beau. Il dit, je reçois un appel le jeudi pour me dire finalement ton projet est refusé parce que le conseil n'est pas d'accord. Bon, c'est annulé ou suspendu, là, on peut appeler ça ainsi. Simplement, c'est qu'en janvier, M. Poirier nous a redéposé un deuxième projet avec la phase 2. Qui consistait avec un autre projet qui touche complètement le fond de son terrain, si on veut, qui a quand même une très bonne superficie, qui longe les bords du golfe, autant de la mairie puis du boulevard des Légendes. Des Légendes. Qui fait que cette analyse-là, il faut qu'elle soit refaite, parce que c'est correct de présenter un deuxième projet, mais il faut aussi le représenter à la population qui était concernée du projet. Parce que là, on ne parle pas de la même identification. Là. On n'a aucun contrôle de l'identification. Là. On parle de 500 portes au lieu de 260 portes. Ça change complètement les données. Mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que le type reçoit un appel le jeudi, ne comprend pas trop ce qui se passe. Finalement, le dimanche, il décide de mettre ses mains sur le clavier puis de s'exprimer via les médias sociaux. Le monsieur a quand même 26 000 abonnés, donc ça se propulse assez rapidement. Et là, il y a toutes sortes de commentaires qui dérapent de part et d'autre. Le maire Laplante lui-même dit sur la page de M. Poirier « Veuillez, s'il vous plaît, ne pas me harceler sur ma page personnelle. » Le maire Laplante qui dit « On n'est pas pour autoriser des nouvelles maisons si on n'est pas sûr d'avoir une école. » Bon.
Et là, mais je sais que les deux gars, les deux hommes se sont parlé là, mardi dernier, semble-t-il. Puis M. Poirier dit, écoutez, j'ai eu une bonne conversation avec le maire finalement. Puis il dit, ça a bien été. Mais Luc Poirier nous dit, il dit, un des problèmes, c'est que le conseiller du secteur n'est pas d'accord parce qu'il veut régler ça avec les golfs en même temps. Donc là, il vous interpelle directement. Est-il vrai que vous voulez régler le projet de M. Poirier en même temps que les golfs? Je pense que c'est faisable. Parallèlement au projet de développement des projets des golfs, si on veut, puis parallèlement à ça, on peut faire la demande de consultation du projet à M. Poirier. Un ne veut pas sans l'autre. On peut le faire. On peut le faire, là. La question est la question de base, c'est que pourquoi le dialogue avec M. Laplante, M. Poirier, ça ne s'est pas fait verbalement avec une présentation aux membres du Conseil. À partir de là, on aurait pu ce dialogue-là. Là, on serait parti avec un projet, puis M. Poirier est au courant de mes intentions, parce que je pense qu'il l'a informé lors de votre émission. C'est juste, est-ce qu'on peut-tu faire des projets parallèles? Expliquer à la population c'est quoi les enjeux du secteur, ce qui veut dire, on a des demandes pour une zone scolaire, on a demande de protection des milieux humides, demande des boisés, demande pour un secteur d'écoquartier résidentiel, puis on a une protection des espaces verts. On peut-tu faire ça ensemble? Moi, je pense que ça se faisait très bien, puis tout simplement, c'est d'avoir pris le temps de dialoguer. Okay. Lui, il nous dit dans l'entrevue, il dit, moi, mon projet, il n'y a pas rapport au golf. Pour vous, sauf l'identification. L'identification du secteur est quand même à prendre en considération. On veut pas. On parle quand même de 500 portes. Puis de l'autre côté, sincèrement, là, l'idée de M. Poirier, là, moi, simplement, ce que j'ai proposé, c'est qu'on recule pour mieux avancer. On va laisser la chance aux gens du secteur s'exprimer pour l'ampleur du projet, qui est un très beau projet avant soi. Là. Puis majoritairement, je vous dirais, certains résidents de mon secteur ne sont pas en désaccord avec le projet. Au contraire. Cependant, on peut-tu faire pour que tout le monde soit content? Autrement dit, tu as le promoteur, tu as mes citoyens, puis tu as la ville. C'est juste, on peut-tu suivre l'échelon normal d'une demande de projet? Quand Luc Poirier dit, là, il dit, moi, là, ce terrain-là, il dit, je sais, là, je paraphrase, là, mais il dit, bon, je sais pas, je l'ai payé 6 millions, là. Ouais. Il dit, demain matin, je peux le vendre 20 pour une cour à scrap. Parce qu'il dit qu'il est encore zoné pour permettre une cour à scrap. Le droit acquis existe encore. Fait qu'il dit, si c'est trop compliqué, moi, je vais le revendre demain matin, je vais faire du profit, puis tant pis pour le monde, il va avoir une cour à scrap. Qu'est-ce que vous dites? C'est une des raisons que c'est de la provocation, parce qu'il a enlevé la zone tampon pour protéger des riverains résidents de la rue Jean-François Chabot. Mais ce que je veux dire, c'est, nous, quand on a fait des ententes, on a travaillé très fort pour déloger la cour à scrap de M. Boucher. Ouais. Ça a duré 3 à 4 ans d'entente, de discussion avec le promoteur pour le déloger à Liberville. En principe, ce qui m'a été, sur toute réserve, moi, ce qui m'a été dit de la part de mes directeurs, c'est que ce droit-là suivait l'entente à Iberville. Donc, elle tombe caduque. Est-ce qu'à partir de là, M. Poirier peut arriver avec un autre projet différemment, mais il faut qu'il passe par l'étape suivante. Ça prend ses droits d'occupation sur ce territoire, sur ce terrain-là. Actuellement, il est zoné résidentiel unifamilial, en partie commercial. Fait que s'il désire, si on veut, dézoner ou, mettons, louer ou vendre une partie de ses terrains, c'est dans son choix de le faire. Cependant, il faut qu'il passe par les règles municipales. Les règles municipales, c'est d'avoir des autorisations d'occupation. Fait que ça, c'est à déterminer, parce que la journée que l'acheteur, mettons, s'il décide de vendre à une personne qui décide d'y mettre un cour à scrap, appelons ça ainsi, bien, il faut qu'il passe par la ville pour avoir les autorisations. Là. Fait que vous pensez qu'il bluffe? Ça, je ne sais pas dans mon discours. Moi, ce que je pense, c'est sa façon à lui d'agir. Est-ce que légalement, tout ça est différent? Il faut savoir les vraies choses en sachant exactement la réglementation qui existe actuelle. Moi, je vous dis, sous toute réserve, c'est ce que je sais du zonage actuel. À cette heure, est-ce qu'il y a une façon de faire autrement pour arriver à ce qu'il dit? Mais les citoyens là, du pourtour de ce terrain-là, ils veulent quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne reste pas là. Je me dis, c'est sûr que si tu me poses la question... T'aimes-tu mieux avoir des maisons ou avoir une cour à scrap? La réponse va être assez rapide. Mais là, on arrondit un peu. Mais dans les faits, là, les résidents qui restent, qui bordent le terrain, ils veulent quoi de ce terrain-là? Ils sont pas déçus du projet. C'est sûr qu'ils ne veulent pas avoir une cour à scrap, mais il ne faut pas oublier ce secteur-là en tant que tel, l'ADN du secteur des légendes, là, puis de mon secteur, là, est existante, cette cour à scrap-là. Eux autres se sont fait à l'idée que c'est une cour à scrap, puis c'est bien protégé par des zones tampons qui couvrent un voile un peu de la cour à scrap. Puis là, ils se sont fait à l'idée que s'il arrive un projet, bien, tant mieux, il arrivera le projet. Mais pour l'instant, ce n'est pas un élément qui était dérangeant en tant que tel. Mais là, je vous ai vu aussi vous exprimer la semaine passée, vous n'étiez pas content parce que M. Poirier a fait des travaux de défrichage. Défrichage dans toutes certaines... C'est justement ce que je vous disais tantôt, c'est que si M. Laplante n'aurait plus le téléphone le lundi matin, là, M. Poirier n'aurait pas le mardi matin
mettre un opérateur de machinerie pour faire du défrichage dans toute cette zone tampon-là. Cette zone tampon-là, elle protégeait, c'est un voile, si on veut, qui protégeait le projet d'en arrière. Fait que tous mes citoyens qui sont de ce côté-là se retrouvent évidemment avec un spa, un set de patio extérieur qui vont là maintenant, ils ont une belle vue sur tout le gros terrain qui est là actuellement. Attendez-vous quand la machinerie va débarquer avec des camions, puis ici, puis ça, la poussière qui va se créer là, ils viennent tous perdre ce droit-là pour une raison. Fait que c'est pour ça que je vais dire ça dans mes mots un peu colériques de ça. C'est que c'est moi-même qui ai téléphoné M. Poirier le mercredi matin à 10 h, puis j'ai demandé à M. Poirier, puis heureusement, c'est quand même quelqu'un qu'on peut avoir un dialogue, cesse tout de suite ces opérations-là. Est-ce qu'il a arrêté? Il a arrêté. Directement, il a arrêté sur les lieux. Écoutez, il a fallu le faire avec l'opérateur de machinerie et aussi mon téléphone. Bien, j'ai dit, écoutez, faites-le maintenant. Je vous suggère fortement que nous puissions préparer une réunion puis ouvrir un dialogue intelligent avec les membres du conseil. Est-ce qu'il avait le droit quand même de faire ce genre de travaux-là? Oui. OK. Oui. Mais pour vous, c'est un peu de la provocation. À tout le moins, c'est pas habile pour le bon voisinage. Là, à ce temps, il va avoir à travailler pour recréer une confiance avec les membres, avec ses citoyens-là. Okay. Il va avoir du travail à faire ce côté-là. Mais l'histoire de l'école, je me trompe-tu en disant que le centre de service scolaire des Hautes-Rivières, l'ancienne commission scolaire, est là-dessus depuis bien des années? Je ne peux pas vous répondre à ça. Dans mon dedans à moi, c'est que présentement, est-ce que la demande était si élevée que ça? On n'en était pas au courant. Je vous dirais honnêtement, c'est suite aux commentaires de mes citoyens lors de la présentation qu'il y a eu en novembre dans le projet à M. Poirier que ça a levé cette situation-là. Ouais. Là, la commission, le service scolaire, évidemment, la Ville est allée aux informations, a rencontré les responsables du service scolaire, puis effectivement, il y a un manque. Puis un manque quand même important, parce que le service scolaire demande, eux autres, 600 000 acres de terrain pour leur projet d'école secondaire. Donc, M. Poirier a raison, il faut le placer quelque part, cet espace-là, ce terrain-là. Là. Est-ce qu'il peut être favorable à son endroit? C'est pour ça que la demande de consultation avec mes citoyens qui va avoir lieu en mars, plutôt en avril, va donner l'orientation de tous ces gestes-là à apporter. Allez-vous le réinviter, je parle de M. Poirier, allez-vous le réinviter prochainement au comité de travail plénier que vous avez avec vos collègues? Nous sommes demain en réunion avec M. Poirier, avec tous les membres du conseil, tout ça, qui aurait dû être fait mardi de la semaine passée, mais ça aurait dû... ça va vous permettre de remettre les pendules à l'heure de part et d'autre? Je le souhaite simplement d'éclaircir la situation le plus clair possible, puis justement repartir le dialogue. Projet comme tel. Il est vivable envers le secteur de mes citoyens. Là. Mais c'est peut-être qu'il y a des petits points, c'est comme dans n'importe quoi, évidemment, il y a des contraintes, mais je pense qu'il y a moyen de s'entendre pour que tu rendes tout le monde heureux en partie dans un projet comme ça. Fait que donc, ma question, si votre question, c'est de répondre si je suis contre le projet. C'est pas ma intention d'être contre le projet. Tout ce que je veux, c'est de faire qu'on puisse avoir un résultat. Puis au moins, si on veut protéger mes citoyens du secteur, puis d'être à leur écoute, c'est ça le rôle d'un conseiller municipal. Le citoyen d'abord pour ces situations-là. Marco Savard, merci beaucoup. Merci, M. Latour. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de Temps des sucres, cabane à sucre du côté de Saint-Grégoire, avec l'érablière au sous-bois. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Alexis Barrière qui fait ses débuts en pro à la boxe et en deuxième partie au jeu au golf avec Mark Fraser de l'Expo Golf. Et que j'ai hâte. Ah! Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On vit une saison des sucres version COVID cette année, pas le choix. Vous savez, l'année passée, la saison s'est faite couper au tout début. Et puis là, on avait peut-être espoir d'avoir une saison des sucres, mais finalement, les zones rouges se sont étirées plus longtemps que prévu et que souhaité. Malgré tout, les érablières ont trouvé différentes formules pour faire vivre le temps des sucres, mais à la maison, si on veut. C'est le cas de l'érablière au sous-bois et on en parle à l'instant avec Pascal Gladu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça a coupé court l'année passée. Hein? Assez, oui.
Assez, oui. Moi, même mes employés me disaient, Pascal, c'est vrai qu'on n'aura plus de travail. Puis je dis, ben non, inquiétez-vous pas avec ça. Puis finalement, je les ai pas revus. Ça a fermé. Comment ça s'est vécu au mois de mars l'année passée, quand, pouf, c'est arrivé de nulle part, puis là, on ferme? Ben on savait pas où on s'en allait. On se disait, ben voyons. Puis là, à un moment donné, ben ça a coupé là. Fait que ça a fermé comme si on ferme demain, puis c'est fini. Avez-vous réussi quand même à écouler des stocks? On a écoulé ce qu'on avait, à perte, bien sûr. Puis là, c'est sûr qu'on avait... on rentrait des commandes, parce que c'était plein de réservations. On avait beaucoup de gens. Puis là, ils nous ont fermés. Fait que là, ces commandes-là étaient là. Fait qu'on avait plus de dépenses que de rentrée d'argent, puis ça l'a arrêté là. Bon. Le printemps passé, c'était la première vague. Il y avait un peu d'inconnu aussi. On ne savait pas trop comment jauger avec ça. Il y a eu l'accalmie durant l'été. Mais là, vous, durant l'été, aviez-vous déjà commencé à penser à votre saison des sucres en pensant qu'on aurait une saison dite un peu plus normale? Bien, nous, on était convaincus. Moi, de départ, j'étais convaincue qu'on fermerait pour 2 semaines. Puis après ça, je me dis, bon, 1 mois, 2 mois peut-être. Puis là, mais ça s'est mis... Là, ça s'est étiré. Là, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de réception, il n'y a plus rien. Oui, c'est pas juste le temps des sucres. Non, c'est Noël, c'est tout. Puis là, on s'est dit, bon, bien, là, ça va bien. Tu sais, ça a l'air à se placer. C'est sûr qu'en 2021, on est ouvert, puis que là, ça va être un gros go, là. Arrive la deuxième vague à l'automne. La voilà. Deuxième vague qui, finalement, s'étire pendant des mois. S'étire encore, puis qu'on fait que 2021, bien, nos salles à manger sont encore fermées. À quel moment avez-vous pensé à mettre en place un service de take-out, de service pour emporter? Bien, nous, le take-out, en tant que tel, on le faisait déjà. On faisait ça à travers les repas. Les gens venaient chercher du take-out tout le temps. On a toujours fait ça. Fait que là, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait, parce que là, on voyait ça aller, puis on se disait, on va attendre encore 1 semaine. On va attendre encore, puis finalement, bien, c'est arrivé, c'est qu'on n'ouvrait pas. Fait qu'on a dit, bon, bien, allons-y comme on sait faire, puis on va y aller dans le take-out chaud, comme habituellement. Est-ce que c'est compliqué à faire? Vous dites, on en faisait déjà un peu. Là, vous le faites forcément en plus grande quantité, mais faire du take-out versus la cabane, dans la cabane, c'est quoi la différence? La différence, c'est que, bien là, on fait toujours la même chose. Il n'y a pas de deuxième ou que les gens demandent. Ouais. Puis, il y a moins de pertes. En fait, il n'y a pas de pertes, mais on fait toujours la même chose. Il y a beaucoup moins d'employés. Puis, mais ça va quand même bien. Mais on était rodés pour ça, nous, le take-out. Ça ne compense pas quand même une saison dite normale? Non. On n'est pas là. Non, parce qu'on ne sortira jamais en take-out ce qu'on peut servir en salle dans une journée. Il y a certaines érablières au Québec là, qui sont dans l'association des Ma cabane à la maison, avec les métros et tout ça, avec la plateforme en ligne. Vous faites un peu une version comme ça, mais une version qui est maison, qui n'est pas dans le regroupement en tant que tel. Non. Bon. C'est du prenons une chance, puis on va y aller comme ça. Bon. Ça veut dire que les gens doivent vous contacter directement. Comment ça fonctionne? Les gens nous contactent directement, soit par téléphone, par courriel. Il y en a même par Facebook. Puis on prend le commande, puis on a des cédules. On s'enligne pour prendre comme 4 clients en 15 minutes. Parce qu'on ne veut pas de rassemblement. On ne veut pas qu'il y ait foule dans l'érablière. Puis les gens arrivent, les commandes sont prêtes, puis ils payent, puis ils partent. Bon. Quelle est la différence entre les produits ou le service que vous offrez versus les autres? Là? En quoi êtes-vous différent dans les produits que vous livrez? Bien, nous, on sert le même repas que si vous mangez en salle à manger. Il n'y a rien de changé. Puis c'est tout chaud. Fait que c'est la seule chose, c'est que nous, on le sert chaud, c'est frais fait. Donc, vous le servez chaud? Oui. Donc, on ne le fait pas réchauffer à la maison? Non, il n'y a rien à préparer. Mais quand il sort de chez vous, il est déjà chaud. Il est prêt à manger. Il est prêt à manger là. Oui. Okay. Ça, c'est une grosse différence, par contre, avec les autres. Là. Oui. Bon. Oui. Et là, vous avez commencé ça il y a quoi, 2-3 semaines? On a commencé ça le 5 février. Bon. Qu'est-ce que vous aviez anticipé comme résultat? Là? Est-ce que vous vous êtes dit, on s'essaie, on va voir comment le monde ils vont répondre? Comment ça a commencé? Bien, je pense qu'on le savait pas. On a pris une chance, puis on s'est dit... allons-y, puis advienne que pourra, puis on verra ce qui va se passer. Puis finalement, ça a été... ça va bien, ça va super bien, là. Est-ce que c'est plus que prévu? Oui, beaucoup plus que prévu. Parce qu'il y a des journées qui sont complètes, on refuse des gens. On lui souhaite, pas on le souhaite, mais on lui propose d'autres journées, d'autres plages horaires, parce qu'il y a des fois que c'est complet. Ah, ouais. Oui. Puis vous êtes à même de pouvoir vous réajuster rapidement quand la demande arrive, là? Oui.
À quoi vous attribuez ça, ce succès là, que les érablières ont en ce moment avec le principe de remporter? Bien, moi, je pense que ça fait 2 ans. C'est la 2e année qu'il n'y a pas de cabane à sucre. Les gens aiment ça. C'est sûr que là, il n'y a pas de compagnie, il n'y a pas de... Mais c'est un rassemblement, les sucres, là. C'est un peu la fête, là, quand on vient manger à l'érablière, là. Mais là, on n'a pas ça. Fait que les gens... Puis les gens, ils veulent nous encourager aussi. Ils ont tellement peur qu'on ferme. Moi, j'ai des clients qui viennent, puis qui, comme hier encore, qui me disent « Moi, je ne vais jamais à l'érablière, mais je veux pas que les érablières ferment. » Fait qu'ils viennent en chercher. Ouais. Mais ça, je l'ai senti beaucoup, moi, dans les 2 dernières semaines, dans mon entourage. Oui, le fait, on est un peu nostalgique parce qu'on veut manger de la cabane, puis bon, c'est quand même plaisant de l'apporter à la maison, même si on ne vit pas l'expérience de la cabane en tant que telle. Mais ce vecteur-là où les gens se sentent comme une responsabilité à maintenir nos érablières parce qu'on ne veut surtout pas que ça disparaisse. Oui, je pense que c'est ça. Et on dirait qu'ils veulent tellement pas... Il y en a que c'est parce qu'ils aiment vraiment ça, puis il y en a d'autres parce qu'ils veulent vraiment pas que les érablières disparaissent, là. Parce que déjà, on le voit, même j'ai lu des articles là-dessus, il y en a déjà certaines qui ont fermé. Je crois que oui. Moi, j'ai comme pas... Il y en a quelques-unes qui ont fermé, il y en a qui pensent à fermer, il y en a qui attendent de voir. Mais pour vous, fermer, c'était pas une option. Non, c'était vraiment pas une option. On a grandi dans ça, là. C'est comme notre vie, c'est la relève, c'est tout ça. Puis moi, c'était vraiment pas une option de fermer tout ça. J'ai toujours dit, je sais pas comment on va s'en sortir, mais on va s'en sortir. Bon, vous avez déjà vécu un incendie il y a quelques années quand même, le temps file, ce qui était en soi un gros événement, un gros enjeu. Là, vous vivez une pandémie qui s'étire un peu dans le temps. Est-ce que, je dirais pas, est-ce qu'on s'habitue à gérer les crises ou est-ce qu'on devient plus résilient à gérer des crises? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et moi, je me suis toujours dit, si jamais... Moi, on se pense toujours à l'abri de plein de choses. Nous autres, ça ne nous arrivera pas. Puis, mais là, on a eu l'incendie. Puis depuis qu'on a eu l'incendie, là, c'est toujours là en arrière. Puis là, je me suis toujours dit, si jamais il arrive une autre affaire comme ça, c'est sûr que je continue pas. Je n'aurai pas la force de continuer. Puis là, il arrive la pandémie. Puis là, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis finalement, bien, on a dit, on va passer. Dans quel état, on ne le sait pas, mais on va le passer. Qu'est-ce que vous avez appris de l'incendie qui vous sert peut-être aujourd'hui? Et là là. Quand on se revire sur un dissous, là? Qu'est-ce qu'on a appris? Écoute. Mais c'est de jamais lâcher. C'est de travailler fort, puis on n'a rien pour rien. On n'a rien pour rien dans la vie. Ça, je l'ai appris. Puis c'est savoir se revirer, c'est savoir... c'est tout voir, tout calculer, tout... mais c'est de... On n'a rien pour rien. Ça, c'est pas mal ça que j'ai... On l'a évoqué un peu tantôt dans l'entrevue, parce que c'est vrai qu'on focus beaucoup sur le temps des sucres, mais vos établissements ont d'autres activités durant l'année. Puis ça, les gens le mesurent moins parce que quand il y a eu les programmes d'aide et tout ça, vous êtes tombé un peu comme en 2 cracks, là. Oui. C'est-tu de l'hôtellerie? Non, c'est pas de la restauration, parce que c'est pas comme un vrai restaurant. C'est pas de l'événementiel, mais c'est ça. Oui. Puis, mais en même temps, à l'exception là, de la période des sucres, là, de février à avril-mai, vos établissements, ils servent à quoi durant le reste de l'année? Et là, nous, on ferme les sucres, mettons, le dimanche, puis ça recommence la semaine d'après. Il faut que l'érablière soit retransformée pour les réceptions d'été la semaine d'après. Fait que là, c'est des compagnies, c'est des mariages, c'est notre souper au mort qu'on fait même pas de publicité, qui est plein tout le temps. C'est Noël, c'est... Nous, dans une année, là, on vient complet, on n'a même plus de fin de semaine. Fait que c'est tout ça là, qui est parti. Ça, c'est des pertes aussi, là. Oui. Avez-vous quand même pu bénéficier un peu de certains programmes d'aide? Mon Dieu, la première qu'il y a eu, bien, où le 40 000, on a eu celle-là. Comme plusieurs entreprises, là. Puis là, il y a celle pour le loyer, puis la subvention salariale. Bien, il y en avait d'autres, mais à un moment donné, c'est des prêts. Mais des prêts, c'est qu'on n'a plus de rentrée d'argent. Fait que même si on a des prêts, il va falloir les rembourser. Fait que c'est comme plus s'enfoncer. Fait que nous, on n'a pas tout... Vous n'êtes pas embarqué là-dedans? Non. Là. OK. Parce qu'on dit, OK, c'est beau, 3 mois ou, je sais pas, moi, 6 mois de... Mais il va falloir quand même le rembourser, même si c'est dans 3 mois, dans 6 mois. Mais si l'argent ne rentre pas, on ne pourra pas le rembourser plus. C'est ça, c'est pas d'avance. Là. C'est ça. Avez-vous d'autres projets, disons, périphériques, si on veut?
Ça, ça nous a permis de réfléchir et de voir des options. Puis, oui, à l'ancienne place où on a passé au feu. Oui, on a un beau projet qui s'en vient, qui va être prête. On va commencer à récolter fin juin, parce que là, c'est tout en construction. C'est des serres de légumes c'est ça, bio. je suis passé récemment, puis j'ai vu comme un grand dôme Oui, il y en a assez deux. grand. Puis ça faisait longtemps que je n'étais pas passé. Normalement, c'est un terrain vacant depuis l'incendie, évidemment. Mais là, vous avez comme On en a comme une deux. installation, là, c'est Oui, ça? là, on Qu'est-ce en que c'est, a au deux. juste? C'est 2 grosses serres. Ça va tout être automatisé. Fait que là, on s'en va dans le légume biologique. OK. Puis un peu de culture en champ aussi. Donc, on n'arrête pas les projets. Non. Fait que c'est en passant devant qu'on s'est dit, hey, pourquoi qu'on fait pas ça? Peut-être qu'on a eu trop de temps pour penser. C'est peut-être ça aussi. C'est d'ouvrage. On s'est racheté beaucoup d'ouvrages, mais c'est un autre type de travail. Alors, on est dans le temps des sucres version COVID. Du côté du sous-bois, il faut appeler ou contacter les gens du sous-bois pour des repas chauds pour emporter. Repas chauds pour emporter. Ça connaît un vif succès jusqu'ici, puis on invite les gens, évidemment, à continuer. Vous allez offrir ça jusqu'à quand? Comme la saison des sucres habituels, jusqu'à fin avril. Jusqu'à la fin avril. Oui. Bien, un gros merci, puis bonne chance pour tout le reste. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Saint-Jean-sur-Richelieu s'est doté d'un nouveau règlement pour l'eau potable, une meilleure utilisation écologique. Pour avoir l'information sur les restrictions, allez directement sur le site Internet de la Ville. À demain. Bye-bye.